Bienvenue sur Minority Voice. Aujourd'hui, on va parler avec un spécialiste de la Syrie. Akram, merci beaucoup d'accepter cette interview. En fait, tu es enseignant-chercheur en sciences politiques franco-syrien et tu donnes des cours à l'université de Lyon 2. En fait, on s'est rencontrés en Iran en 2009 parce que tu es venu faire une visite de l'Iran. Et après, quand je suis arrivé en France, à Lyon, pour faire une thèse, on se trouvait ensemble à Sciences Po Lyon pour faire une thèse. Et la tienne portait justement sur la politique en Syrie. Et, en fait, on fait une interview aujourd'hui avec toi parce que une partie de la population iranienne et surtout parmi les diasporas iraniennes, ils pensent que c'était bien de libérer Syrie de cette façon-là avec la guerre civile et tout ça. Et le président Al-Jawlani aujourd'hui a fait bon travail en Syrie. Et si on compare la situation actuelle en Syrie de la situation de Bachar Assad avant la guerre civile, aujourd'hui le peuple se libérait et la situation est en train de s'améliorer en Syrie en fait. Et comment tu peux décrire la situation de Syrie aujourd'hui au niveau économique et politique? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et en effet, un attachement à l'Iran, c'est historique hein, de cette région. Ils ont beaucoup de points communs historiques et autres. Mais vous avez raison, la comparaison elle est nécessaire dans le mécanisme de processus qu'on trouve. L'argument au départ en 2011, quand le printemps arabe arrivait, globalement l'Iran elle a bien accueilli, applaudi les chutes des régimes de Moubarak et de Ben Ali. Mais quand ça concerne la Syrie, ils ont dit là, ça stop, ça fait partie des axes de résistance. Parce que ces régions-là, depuis 2003, l'invasion américaine, pour résumer et pour faire un peu la conclusion anticipée, c'est qu'on paye le prix de 2003. Je m'explique. De facto, quand Bush fils junior désigne l'axe de mal, c'est l'Iran, la Syrie, et que l'effet dominant, si Saddam Hussein tombe, d'autres dictatures vont tomber, il fabrique l'axe de résistance. Il se trouve ces pays-là, l'Iran, la Syrie et Hezbollah, plus tard l'Irak, engagés dans une résistance imposée. Parce que si vous revenez sur l'histoire, à la fin des années 90, les réformateurs en Iran, ils ont aidé les Américains. Ils voulaient se distinguer même après le 11 septembre. Le peuple iranien est descendu dans la rue pour dénoncer, être solidaire avec le peuple américain. Ils se retrouvaient, stopper les réformes parce qu'ils sont dans l'axe de résistance, ça a conduit à l'arrivée d'Ahmadinejad. Donc les soutiens accentués à ce moment pour le régime Assad, et on peut pas imaginer que le chaîne de commandement, le chaîne d'approvisionnement de Hezbollah ou autres rompu. Donc si on veut comprendre quand Bachar al-Assad tombe, il faut avoir la lecture par la fin de l'histoire aujourd'hui que c'est l'Iran qui est visé. C'est-à-dire le proxy de l'Iran dans cette région, que ce soit la Syrie ou le Houthi ou le Hezbollah, s'il est cassé, est tombé, fragilisé, affaibli, c'est l'Iran qui est visé derrière. Mais revenons à la situation et de l'analyse pour répondre à ta question. Quelle est la situation en Syrie? En 2011, Bachar al-Assad prend la décision d'envahir le pays, de le traiter d'une violence inouïe de répression. Je crois que les deux régimes, iranien et syrien, je qualifierais de régimes patrimoniaux. Ça veut dire l'État, l'élite qui s'empare de pouvoir et privatise l'État. Il y a une redistribution de ressources économiques entre l'élite. Alors, certes, en Syrie, c'est la famille, Bachar al-Assad et les gens autour de lui, proches. Probablement beaucoup plus compliqué en Iran, le système politique, par des digues. Vous avez des dualités, vous avez l'ayatollah, mais vous avez la présidence. Vous avez l'armée, mais vous avez aussi le gardien de la révolution, etc. Donc, ils ont structuré le régime par des digues. On voit qu'il y a des institutions qui résistent plus ou moins.
par les chaînes de prise de décision. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais au néanmoins, ils privatisent l'État. C'est quoi privatiser l'État? Il n'y a plus du tout de frontières entre secteur public et privé. Et même préparer leurs enfants. Et ça conduit forcément, ce genre de structure, depuis la révolution iranienne et depuis l'arrivée d'El-Baas et Assad père et fils, ça conduit forcément à une corruption structurelle, à des clientélismes. Et si on désigne que cette structure est patrimoniale, il est rigide. Donc il ne quittera pas le pouvoir facilement. Il ne faut pas imaginer, c'est des régimes pour des manifestations ou pour des pressions extérieures ou internes qui vont partir. Pourquoi? Parce que l'enjeu pour eux, il est énorme. Donc, si on fait le bilan, les régimes comme Kadhafi, Saddam Hussein, Assad, et les spécialistes, ils disent, vous voyez, ils sont tombés tous par des interventions étrangères, j'ai envie de leur dire, justement, il faut être plus intelligent. Et là où la différence entre la Syrie et l'Iran pour nous, c'est un laboratoire depuis toujours d'avant-gardistes pour des études de sociologie politique, dans le sens suivant. C'est le premier pays qu'ils ont eu de réformes constitutionnelles, en 1905. Le premier pays qu'ils ont nationalisé le pétrole, et donc Mossadegh, il paye le prix. Et le premier pays, il y a des sanctions ces années-là, des années 50-53, pour le faire payer le prix cher. Donc c'est une culture politique d'interventionnisme dans cette région-là qui dure depuis un siècle. Le Moyen-Orient, que ce soit la Syrie, la Turquie, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, ils sont faits suite à démembrement de l'Empire ottoman entre Première Guerre 15, 16, 17. Démembrement de l'Empire ottoman, c'est des traités, Sykes-Picot, Lausanne, etc. On a conservé deux espaces turcophones et persophones, la carte n'a pas bougé, mais le Moyen-Orient, on a tracé de frontières, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, etc., mandataires. Ces frontières, ce moment charnière, on paye le prix encore parce que déstabiliser et rentrer dans l'acteur local, il a intégré, l'acteur politique de ce pays-là, il a intégré le rôle de l'intervention étrangère. Soit ils vont intervenir tout seuls, comme 2003 en Irak, soit un acteur interne, il va appeler toujours un soutien étranger, un par un. Donc intégrer cet élément, c'est exceptionnel, hein, ça veut dire qu'on n'a plus de souveraineté, il y a des fragmentations, il y a des éléments internes de certaines structures qui sont même bien avant l'État moderne, hein, structures tribales, ethniques, différences, etc. Et la région, elle est diverse et variée. C'est un vrai mosaïque, hein, tu connais la diversité du peuple iranien et la Syrie. Donc ils cherchent toujours un parent étranger. Et cette fragmentation, cette sensibilité, cette histoire qui conduit à une complexité de la vie politique, ça veut dire quand le Koweït est attaqué par l'Irak, ben on appelle les Américains à arriver. Mais à ce moment, on peut observer la chose suivante, et je reviendrai sur l'observation qu'on peut le faire sur la guerre en Iran. Tout démarre en 90. Je me pose toujours la question à mes étudiants, pourquoi les Américains, à ce moment, qu'ils avaient le moyen, et c'est souhaitable même, se débarrasser de Saddam Hussein, ils sont arrivés avec une légitimité entre guillemets, parce qu'il y avait un vote du Conseil de sécurité, valider leur intervention, c'était une coalition. Apparemment aujourd'hui, ils interviennent sans coalition, sans même des alliés. Mais à l'époque, Bush père, quand il est intervenu, il est arrivé à la porte de Bagdad. Et là où c'est scandaleux, il fallait vraiment le répéter et le matraquer pour un message pour nos amis iraniens. Le sud de l'Irak, à ce moment, chiites, ils se révoltent, et les Kurdes, ils se révoltent, en disant les Américains ils sont là, ils vont nous aider à se débarrasser une fois pour tout de Saddam Hussein. J'ai une photo dans mon image d'un général américain dans un plein désert entre le Koweït et l'Irak, dans une tente. Il signe un papier de l'arrêt des opérations militaires, de cessez-le-feu, pour permettre à Saddam Hussein de massacrer la population. Et à ce moment, on ne parle pas de des milliers, de centaines de milliers de pauvres personnes qui se retrouvent coincées dans les frontières de l'Arabie Saoudite en plein désert, exclues, des Palestiniens, des Irakiens, des Kurdes. Il a bombardé avec le très peu d'avions qui restaient pour écraser le mouvement. Deuxième observation, le peuple, il avait en force de se révolter à ce moment.
ils vont mettre des sanctions extrêmement sévères sur l'Irak. Et on a un programme qui s'appelle Pétrole contre nourriture. C'est quoi la conséquence pour la population irakienne? J'invite tout le monde à aller voir récemment un film irakien que j'ai eu l'occasion de présenter. Ça résume la situation. Ça s'appelle Les gâteaux de président. Une petite jeune fille de 9 ans, il y a un tirage au sort à l'école, elle doit préparer dans un village perdu dans le sud un cadeau, c'est le gâteau à Saddam Hussein pour son anniversaire. Le contexte, c'est les années 90, où il n'y a rien. L'embargo est extrêmement sévère. Le parcours de cette fille de 24 heures pour trouver les œufs, les farines, le sucre, avec sa grand-mère malade, elle rentre à l'hôpital, donc on voit, les services publics, ils souffrent, notamment plus de médicaments. Elle subit un chantage, même sexuel et d'agressement, pour qu'elle trouve les œufs et le sucre. À 9 ans, elle grandit de 20 ans. On a une économie qui s'installe, du cannibalisme. Les gens, quand ils souffrent, qui sont à genoux, ils ne peuvent pas se révolter. Et moi, je pense que l'objectif des Américains en ce moment, mettre le peuple irakien et toute la région à genoux. Et on arrive à leur imposer tout ce qu'on veut. Je résume par la citation de Chomsky. Il dit un livre les années 90, des années 90, au peuple arabe. C'est un livre en discussion avec Edward Said à l'époque. Il lui dit, écoutez, pour comprendre la politique américaine, c'est la suivante. Les Américains, ils sont capables de soutenir des ayatollahs, des djihadistes, des dictatures, des démocrates à partir du moment où ils sont sur leur botte. Ils sont soumis. Donc c'est eux qui ont provoqué tous les coups d'État dans la région, même en Amérique latine. Les exemples, ils sont multiples. Ils ne veulent pas des pays souverains, que ce soit une dictature, on est d'accord. Ni toi ni moi, on est pour le régime de Bachar al-Assad. Ni toi ni moi pour les ayatollahs et de Mullah. Tout ce qu'on espère, que la région et la population de cette région se libèrent. Mais chaque moment, chaque fois qu'il y avait un souffle dans le peuple, notamment en Iran, le professeur dans notre université iranienne d'origine Shibani, je me souviens de son concept, il s'appelle la révolution permanente. Tous les 5-10 ans, depuis 2009, et après celle de Femmes et Liberté, ils ont obtenu, la société, à chaque fois, elle obtient, le régime il cède. Et les Américains, les Israéliens provoquent quelque chose qui nous fait 10 ans de marche arrière sur des acquis sociaux, sur des grignotages, et grignotages de résistance, qu'il appelle Asef Bayat, c'est encore de votre compatriote, que j'aime beaucoup son travail sur l'Égypte, qui appelle ça d'empiètement silencieux. Ça veut dire le non-mouvement, c'est en soi, c'est un mouvement, parce que les gens résistent d'une manière ou d'une autre. Ils trouvent des marges de manœuvre pour continuer de vivre et négocier à marge de manœuvre. Il existe dans ce pays, il existe en Iran. Alors, il nous présente que c'était le Corée du Nord. Je pense que c'est là où les gens se trompent. Il y a quelque chose à nuancer. Par pression, par mondialisation, par l'ouverture de certaines sociétés, par aussi les diasporas, par des gens éduqués. Il a commis 2 fautes sur 2 régimes. L'éducation est d'excellence, que ce soit en Syrie ou en Iran. Donc les gens de classe moyenne, qui ont une marge de manœuvre dans le sens de compromis politique, ils ont commencé à résister. Et je termine par la guerre, elle vient pour casser cette résistance. Il a un seul objectif, c'est morceler définitivement, pour des questions communautaires, confessionnelles, régionales, de conflits, plus que le pays est fragmenté, plus qu'il est affaibli. Et là, on a vu de séparatisme qui a commencé à naître en Syrie, et on ramène un pouvoir aujourd'hui inédit dans l'histoire. On sait qu'ils l'ont aidé à se préparer par un cabinet anglais, Jonathan Powell qui allait le voir 2 ou 3 ans avant à Idlib, avec Ford qui était l'ambassadeur américain à Damas et en Irak, qui connaissait la région et qui connaissait le Joulani. Il lui dit, voilà, il faut se transformer d'un barbu qui ressemble à Ben Laden, qui fait peur, un homme politique. Tu te rases la barbe, tu mets une cravate, mais on sait le projet derrière. Qu'est-ce qu'est le projet pour la Syrie aujourd'hui? Ça va être un pays qui fabrique des djihadistes. L'armée aujourd'hui, c'est des milices, avec en rupture totale avec les minorités, que ce soit des massacres qui sont commis dans la région alawite et de Druze, et avec les Kurdes en plus. Donc, pour résumer, les 2 projets présentés pour la Syrie aujourd'hui, celle d'un État central aidé par la Turquie, parce que la Turquie elle préfère la centralité des pouvoirs pour empêcher les Kurdes d'avoir une autonomie.
Et le deuxième, c'est un projet israélien qui veulent absolument éclater le pays, qui traîne de problèmes structurels, d'affaiblissement, qu'ils traînent aussi de morcellement. Ils ont frappé tout ce qui marche en Syrie, l'État, le service public, l'armée, et surtout, comme en Iran, des scientifiques. L'école polytechnique d'excellence en Syrie a été frappée une dizaine de fois. Alors, ce n'est pas un projet de DDA. Autour de nous, il faut avoir un seul pays qui peut dominer la région, Israël. Alors, ça nourrit beaucoup le complot, le complotisme, qui est une culture politique aussi. Donc, je reviens sur mon introduction. La culture politique d'interventionnisme étranger, il est là, qui nourrit aussi le complotisme, qui sert à deux choses. Déresponsabiliser la société et ses dirigeants, que c'est jamais de leur faute, il y a un complot international beaucoup trop puissant pour nous. Et ça aussi, ça a de conséquences. Il y a un aspect réel. C'est des gens quand même, dès que les difficultés apparaissent dans le pays, ils vont intervenir. Tu as mentionné l'histoire de pétrole contre nourriture en Irak, à partir des années 90. Là, on a vécu en Iran quelque chose de plus grave, apparemment, selon les autorités américaines. Au moins, là, c'était des sanctions, là, en anglais, c'est maximal pressure, pression maximale. Depuis 2000, une année après l'entrée de Donald Trump à l'office, à White House, il a essayé, avec son administration, de réduire en zéro l'exportation du pétrole iranien. Bon, l'Iran avait trouvé, je crois qu'ils avaient réfléchi depuis des années, une voie pour vendre leur pétrole, exporter leur pétrole en le trafiquant. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'ils vendent aux Chinois, avant tout. Mais l'économie du pays a été très affaiblie depuis une décennie, un peu plus là, ça fait... Ouais, un peu moins là, ça fait 9 ans que cette politique est en marche. C'est-à-dire, ils ont commencé, ils ont affaibli l'État, ils ont poussé l'État, les institutions iraniennes à être engagées dans une sorte de corruption, parce que ça ne revient pas, le prix, l'argent du pétrole, ça ne revient pas facilement quand c'est un trafic. Oui, C'est oui. pas un commerce normal, international. Et puis ensuite, là, il y avait la classe moyenne que tu as dit, classe moyenne entre guillemets éduquée, très bien éduquée, surtout après la révolution de 1979, la révolution islamique. Là, il y avait une sorte de mécontentement général en Iran. Il y avait des mouvements. Là, c'est pas trop trotskiste de dire révolution permanente, mais c'est de la révolution permanente. C'est-à-dire la société bouge. Et elle bouge énormément depuis 2008-2009. Là, ça a commencé. Et puis ensuite, là, il y avait un cercle des protestations massives. Bon, là, c'était pas forcément parmi la classe moyenne ou citadine de la société iranienne, mais bon, finalement, tout le monde était ensemble. Là, cette comparaison de la situation que nous vivons actuellement, qu'on a une grande partie des Iraniens, on a appelé à l'aide internationale, qui ont accepté, même admiré l'intervention militaire des États-Unis, surtout les premiers jours de la guerre. Là, aujourd'hui, on est le 19e jour de la guerre. Là, tout à l'heure, avant qu'on commence, les installations pétrolières de l'Iran ont été bombardées. C'est-à-dire, c'est la richesse du pays qui part en fumée. Tu penses que avec le rôle d'Israël, qui est en train d'assassiner tous les dirigeants politiques en Iran, est-ce qu'on va répéter la même chose qu'on a répété en Irak? Tu viens de mentionner, après l'invasion du Koweït et qu'ils se sont retirés, est-ce qu'on va faire la même chose ou non? On va faire un régime change à l'israélienne en Iran.
Alors, c'est une vague question. Je pense que la comparaison avec l'Irak, elle est pertinente en partie seulement. Ouais. Alors, je m'explique. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une période de transition. L'objectif de Trump, il n'est pas clair jusqu'à maintenant. Parfois, ils disent changement de régime. Parfois, ils disent il faut le pousser à la négociation. Il y a une divergence entre lui, parce que là, il subit des pressions internes pour le prix de pétrole et ses alliés. Il y a une divergence entre lui et Netanyahou. Netanyahou, il veut casser le pays. Il veut mettre le pays à genoux définitivement. Mais pour la suite, est-ce qu'ils vont garder des éléments de régime? Mais maintenant, ils assassinent même les gens qui sont capables de négocier. Il reste probablement que le président aujourd'hui. Quel est le sort de 2003? Alors, on se retrouve avec un Irak affaibli, qui traîne de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, l'Irak, un pays riche de pétrole, on parle de 400 milliards de dollars disparus par corruption. Il a de mal à imposer. Par contre, la différence de scénario, que les Américains, ils avaient de présence de troupes. On parle de 150 000 de soldats. Ils ont eu de mal et finalement, ils ont fini par partir. S'il n'y a pas de présence militaire, le régime reste. Il aura des problèmes de reconstruction, déjà des années, pour remettre le pays à reproduire, de réparation, etc. Si les sanctions continuent, il traînera des problèmes structurels, comme je disais tout à l'heure. Le régime iranien, il a appris à faire une politique d'autosuffisance remarquable, de contournant de sanctions extrêmement sévères. L'Iran, elle produit. Et même l'agriculture, l'industrie, elle produit beaucoup de choses. Et là, il y a un arrêt où on rentre dans une deuxième phase, j'appelle ça l'économie de guerre. Ça produit d'autres structures. On va faire apparaître de nouveaux élites qui liées à des trafics d'armes, de trafic pour contourner les sanctions. Et ces nouveaux acteurs, ils n'ont pas le même agenda que le régime actuel. Le régime actuel, il est obligé de compter sur eux, comme Bachar al-Assad, il a compté sur certains de ses hommes. Trafic d'armes, médicaments, contourner les sanctions pour vendre le pétrole. Donc on va faire apparaître de loups, de nouveaux acteurs qui sont liés à des trafics. Et ces gens, parmi les structures nouvelles que vous allez la voir, je pose la comparaison avec la Syrie, c'est une augmentation du degré de violence. Parce que c'est des criminels souvent, donc la criminalité, tout genre, trafic, rançon, kidnapping, patrimoine, tout ce genre de trafic, il fait partie de cette fragmentation. S'il ne tombe pas, si le régime ne tombe pas. S'il tombe ou il ne tombe pas, de toute façon, maintenant, à partir du moment où l'État elle recule, de toute façon aujourd'hui, elle laisse des espaces vides. Ce n'est pas elle seule maintenant qui a le monopole de tout, la violence idéologique, etc. Les derniers événements avant la dernière manifestation où il y a eu probablement entre 5 000, 10 000, 30 000, on ne sait pas le chiffre. C'est le moment où une vraie rupture avec la population. Là, il y a vraiment des gens, ils souhaitent le régime tombe. D'ailleurs, ce qui est triste à voir, qu'ils applaudissent quand il y a des bombardements où ils remercient Netanyahou. J'ai envie de leur dire, ils s'en foutent. Enfin, ce n'est pas la démocratie ni le peuple iranien qui est le souci de Trump ni Netanyahou. La structure d'économie de guerre, ça veut dire toutes les ressources économiques du pays pour maintenir la tension et répondre à l'effort de guerre. Mais du coup, les activités entre guillemets normales, les gens aujourd'hui sont une masse des gens au chômage. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la question. Ils vont se retrouver dans des circuits d'économie de violence. Parce qu'ils souhaitent que le régime tombe rapidement, quoi. Les Iraniens. Et ça traîne, et que s'il tombe, on a la peur, on revient au scénario irakien, et c'est Trump qui l'a déjà avancé, il se retrouve dans un vide, ou le chaos. En fait, s'il tombe, c'est un problème, s'il ne tombe pas, c'est un problème aussi. De toute façon, la période où on est rentré, une période de transition, c'est pas forcément vers la démocratisation, mais une nouvelle période de transition, où la structure de l'État, où l'Iran, de manière générale, il est en train de complètement se modifier, de structurer autour d'autres choses qu'on a connues. Il y aura avant et après. Oui, évidemment, mais si je me permets de comparer avec
le régime de Ahmad al-Shara. Là, vous l'avez traité comme Abu Muhammad Joulani, mais là, officiellement, il a... Ouais, al-Shara. Lui, apparemment, il a été et il est toujours épaulé par l'Arabie Saoudite, le Qatar, financièrement. Là, il y a apparemment une concurrence entre les deux pétromonarchies du Golfe aussi qui arrivent à tenir la main sur la Syrie. Et puis ensuite, par la Turquie au niveau idéologique, armé, tout ça, et protection diplomatique aussi. Est-ce que ce nouveau régime en Syrie, je me permets de dire que la République islamique en Iran pourrait tomber dans les jours ou des semaines à venir, hein. Là, c'est une probabilité. Là, aujourd'hui, quand on parle, ils ont assassiné des dirigeants de régime. Si le régime tombe, là, nous avons le cas de la Syrie. Là, il y a 1 an et quelques mois maintenant. Et c'était dans le projet israélo-américain, en quelque sorte, surtout israélien, que le régime de Assad, comme tu viens de le mentionner, tombe comme ça l'axe de résistance, ou selon les Israéliens, l'axe de mal tombe. Est-ce que la situation maintenant, c'est-à-dire le nouveau régime, après des années de sanctions, de la guerre civile, est-ce que la situation en Syrie s'est améliorée avec les aides internationales, les investissements de l'Arabie Saoudite ou les aides financières du Qatar ou pas? Très bien. Alors, il y a 2 points à préciser. Israël, elle a souhaité un régime d'Assad faible, sans changement, pour l'obliger à changer de comportement. Ouais, pardon. Mais après 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? C'est là où ils ont souhaité finir avec l'axe de résistance. Et Netanyahou, il est sorti par un discours, je vais modeler la carte du Moyen-Orient. Et là où ils ont commencé à préparer Joulani. Joulani, il est arrivé parce qu'il y avait une enclave à Idlib, ou un prototype d'un État qui est géré par lui, parce qu'il a une capacité de nuisance, parce qu'il a un appareil de sécurité qui fonctionne. Il rendait des services à tous les services de sécurité du monde, préciser la localité de Baghdadi ou d'autres de l'État islamique. Il collabore avec des organisations internationales pour gérer le social. Il collabore avec la Turquie aussi. Ils l'ont préparé. Donc il y a 2 facteurs. D'abord, leur préparation et aussi ce facteur international que Netanyahou a décidé de modeler. Maintenant, il est arrivé au pouvoir. Alors, les investissements, ils ne sont pas vraiment arrivés. Les conséquences de la guerre en Iran, toutes les promesses d'investissement, ils vont avoir un recul, un arrêt. Ça se trouve que je me suis intéressé à les institutions de nouveau pouvoir en Syrie pour voir qui sont les étapes de la transition. Prenons son discours d'investiture. Il va directement, et là où on peut parler de ce qu'il disait sur l'Iran, il va directement au musquet d'Umayyad, symbolique, et pouvoir Umayyad sunnite. Il s'adresse dans ce discours, étonnamment, il ne s'est pas adressé au peuple syrien, pourtant il vient d'arriver. Il s'adressait aux pays de Golfe, notamment en Arabie Saoudite, pour leur dire « j'ai arrêté l'Iran. Le proxy, il n'y a plus du tout. Le régime chiite, c'est fini. » Donc on comprend qu'il y a une volonté de l'Arabie Saoudite de remplir le vide. Parce que si on laisse à la Turquie ou à d'autres pays d'investir, donc il fallait en présence de Ligue arabe, notamment par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Par les structures qu'il a mis en place, ça a freiné tous les hommes d'affaires, que ce soit syriens, européens ou autres, d'aller investir. Pourquoi? Parce que d'abord, il va dire la transition dans 5 ans, les élections présidentielles. C'est extrêmement long. La déclaration constitutionnelle, il fait peur. Dans le sens, il va dire le Parlement est coupé en 3 tiers, un tiers nommé directement par lui. Les 2 tiers, ils sont nommés par une commission nommée par lui pour voter d'autres membres de Parlement. Donc il n'y a pas de vote pour les Syriens. Il n'y a pas eu de vote direct pour le Parlement. Une fois le mascarade de Parlement, il est là, il est fini et terminé, on a le nom, il n'a jamais travaillé. Donc on a une concentration de pouvoir absolue, plus qu'à l'époque de Bachar al-Assad, parce qu'il s'inspire même de la République islamique. Il fait un conseil comparable à le conseil de sécurité que vous avez, et il fait un autre conseil de jurisprudence comparable à ce qu'ils font Ayatollah.
Et tous les membres, 15-15, le 8 de deux côtés, ils sont nommés directement par lui. Mais là, je me suis dit, là, mais c'est extraordinaire, personne n'en parle. C'est-à-dire, concentration de pouvoir par le Conseil de sécurité des gens autour de lui, hein, c'est uniquement le gouvernement qui était autour de lui à Idlib. Donc pour les gens, pour Damas et pour le reste du pays, Alep ou d'autres villes, ils voient l'arrivée des gens des périphéries, d'une idéologie. C'est même pas l'islam modéré que soufisme ou autre, ou ash'arite ou autre, c'est vraiment le djihad international qui était lié à Al-Qaïda. Il dit qu'il est modéré, qu'il a changé. Mais sur le pratique, il y a eu 2 massacres sur des bases confessionnelles. Bon, maintenant, ils disent c'est peut-être lui, autour de lui, admettons. Continuons par exemple les structures. Donc le Parlement, il est nommé par lui, le Conseil de jurisprudence, il est nommé par lui, le Conseil de sécurité, il est nommé par lui. Le pire, c'est là où ça m'intéresse, il va inventer quelque chose qui s'appelle le fonds souverain. Une caisse, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de finances, il n'y a plus de banque centrale, il y a tout l'argent de l'État qui vient de l'investissement étranger, des milliards promis, tout ce qu'il a récupéré de l'ancien régime. Maintenant, il y a des acteurs de l'ancien régime, j'ai cité tout à l'heure, ils ont fait fortune par l'économie de guerre, de trafic, ils ont soutenu Bachar al-Assad. Ils ont régularisé leur situation, ils ont payé 80%, c'est ça le somme, 80%, c'est-à-dire des milliards, hein, à Joulani. Et tout ça géré par qui? Par 3 frères. Donc ils nomment ces frères, ils n'ont même pas de poste officiel. Son frère, on ne sait pas s'il est Premier ministre, s'il est vice-président. Il est là dans toutes les réunions importantes, étatiques, ministérielles, etc. Et il reproduit le même système patrimonial que je disais tout à l'heure, aux familles autour de lui, avec 2 membres de fidèles de Joulani à l'époque où il était à Idlib. Ça veut dire que c'est de cette partie d'idéologie de Al-Qaïda. Je cite quelques étrangers qui sont maintenant de postes clés en Syrie, qui ont d'origine tunisienne, tchétchène, jordanien, australien. Il y a des gens influents en Syrie qui ne sont même pas syriens. Ils ont même pas, ils ont eu la nationalité. Abou Maria, qu'on l'appelle Abou Maria l'Australien, c'est un moitié libanais, moitié australien, bah, il gère le fonds souverain. Donc vous voyez, ces peurs d'investissement, ça c'est des structures qu'il faut faire attention. On sort d'une économie de guerre, bah, ces acteurs, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils deviennent députés, ils avaient des milices pour tout trafic, et maintenant ils mettent une cravate, avec une corruption, et en fait, ce que je voulais dire, ils n'ont pas de culture étatique. Les vraies institutions modernes, ils ne l'ont pas. Donc je ne comprends pas le pari de Trump ou des autres sur un cheval qui est à l'origine de milices suite à Al-Qaïda. Et on a vu son expérience d'Idlib, elle n'a pas fonctionné. On ne peut pas généraliser ce qu'il a fait à Idlib sur l'ensemble de la Syrie. Donc la deuxième, et je termine avec ça, il a fait l'erreur de 2003 en Irak, c'est l'administration de Bush par l'administrateur qui s'appelle Bremer, il a fait une politique de baassisation. Ça veut dire licenciement de tout ce qui touche à Saddam Hussein, à son parti, etc. Donc l'armée, l'État, les fonctionnaires. Et Joulani, il a licencié 600 000 Syriens. Je comprends, il y a des chefs qu'il fallait les licencier, qui juger. Il n'y a pas eu de justice transitionnelle, parce que lui-même, il va être jugé sur des crimes. Hein. C'est ce qui manque maintenant, que la situation elle s'améliore très doucement. Il y a un retour léger de sécurité, mais ça dépend où? Ça dépend de la région. On disait tout à l'heure, la région de Latakia, elle souffre encore. Ça a l'air à Damas, tout va bien parce que c'est une vitrine. Mais je ne pense pas, depuis 1 an, les décisions stratégiques qui ont été prises pour la Syrie qui vont dans le bon sens. Et le peuple syrien actuellement, ils sont contents ou non? Alors, si on compare avec la situation à l'époque de Bachar al-Assad, avant la guerre civile. C'est un mot qui me dérange depuis 2011, le peuple. Qui est le peuple? Moi. Qui est le peuple? J'entends même maintenant sur le plateau de télé des Iraniens et qui me font penser à l'opposition syrienne en 2011. Mais ils ont le même jargon, le même vocabulaire. Le peuple à 90%. Et vous n'êtes pas représentant du peuple. Le peuple, il était divisé, fragmenté. D'abord, à l'époque, c'était 20% anti-régime, 20% pro-régime. Mais il y a une masse silencieuse qui ne veulent rien. C'est des gens tranquilles, qui vont aller juste à leur travail.
Tu parles de quelle année De 2011 jusqu'à aujourd'hui. 2011 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Iraniens d'une masse silencieuse qui veulent juste vivre. Comme Et partout dans le monde. On parle au nom de beaucoup de monde. Ah, il y a un fragment de l'opposition, et là où je pourrais apporter mon témoignage, parce que j'étais présent entre 2011 jusqu'à 2013 dans plusieurs réunions de l'opposition syrienne. Je me suis investi en disant faire écho, être utile quelque part, etc. Et je comprends le débat maintenant entre l'opposition iranienne. Mais attention, le piège où lequel le régime syrien, ou plutôt l'opposition syrienne, est tombée est la suivante. La création du Conseil national syrien à l'étranger, c'était un cadeau pour le régime Assad. J'entends sur un plateau de télé récemment, un Iranien, il dit « il faut organiser l'opposition à Paris ». C'est une erreur colossale à faire de priver les gens qui sont en train de mourir à l'intérieur, qui ont fait de la révolution permanente, leur dire « on va vous apporter un soutien, que ce soit en intervention étrangère ». À partir du moment où le Conseil national syrien il a demandé l'intervention et armé l'armée libre, c'est le carré où le régime qui veut aller. Je suis dans une guerre civile contre les gens soutenus par l'Occident. C'est des terroristes. Parmi eux, il y a des radicaux de Al-Qaïda. Et je suis dans la légitime défense. Arrêtez de le soutenir, comme ça qu'on peut négocier. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle détruire le pays. Qui achète l'argent vient d'où? Le financement. Donc pour la Syrie, on sait qu'il y avait deux chambres d'opération secrets, entre guillemets, une qui a été installée en Turquie, on l'appelle le MOUC aujourd'hui, et une en Jordanie. Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire les services turcs, iraniens, saoudiens, etc. Il y en a qui financent, il y en a d'autres qui apportent le matériel militaire, etc. Qui vont décider qui sont les djihadistes qui rentrent par le nord et qui sont les résistants par le sud. Type d'armement, quel moment il y a des opérations. Et dès qu'ils sont assez forts, on va affaiblir, en fait, finalement, on ne va pas faire tomber le régime. En 2013, Obama, il a dit, s'il utilise l'arme chimique, je vais frapper. Et il y a un recul. Finalement, ça a duré très longtemps et ça a fragmenté. En fait, le peuple, ça n'existe pas, malgré qu'il y avait une unité syrienne, qu'on sentait syrien avant tout. Il y a eu une identité syrienne plus forte que celle de l'Irak et le Liban. Ça, je pourrais le prouver, parce que l'école, il a joué un rôle. Il y avait un récit national, un drapeau, il y avait des symboles. On était rassemblés autour de quelque chose. Même la guerre contre Israël, par exemple, ça pourrait nous rassembler. On a eu la guerre de 73, c'était un moment d'unité nationale. Tous les Syriens étaient derrière l'armée. Moi, j'avais conscience, j'avais ce souvenir. Mais encore une fois, si l'opposition se réunit à l'extérieur, le régime il va dire, vous voyez, c'est des traites financées par l'extérieur. Laissons les gens à l'intérieur. On peut aider par d'humanisme, porter certains messages, mais ne pas avoir le luxe qu'on est là à dire à des gens, allez manifester en sachant qu'ils allaient mourir ou être faire tirer dessus. Dans ces conditions, les gens cherchent à survivre, à trouver des moyens juste d'échapper à la bombardement. Mais en fait, moi, j'étais conscient en 2011, je me suis retiré de tout mouvement à partir du moment où il y avait un appel à la violence, notamment d'intervention étrangère. J'étais conscient que l'intervention étrangère, elle n'apportera pas la démocratie. Elle pourrait faire chuter le régime, mais on se retrouve avec le Joulani. C'est-à-dire on trouve avec une situation, c'est pas du tout lesquelles les gens en 2011 ils sont sortis en demandant transition démocratique vers une meilleure vie, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui ont porté les armes, ils disent on a payé le prix, qu'est-ce que vous voulez? C'est nous qu'on a fait tomber le régime. Et il faut vraiment d'une force s'opposer à toute forme de violence. Dire que donnez-nous des armes, mais non, les armes, vous ne comprenez pas, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre des armes. Quand il y a eu des armes, il y a énormément de gens qui se sont retirés de mouvement en Syrie, qui étaient bien organisés, c'était des classes moyennes, qui avaient un savoir-faire, etc. Donc ils poussaient les régimes dans ces retranchements. D'ailleurs, il a changé de constitution, il a enlevé l'article numéro 8, qui a dit maintenant on est dans le multipartisme. Alors il dit c'est de mensonges, il ne voulait pas. Mais en fait, les noyaux durs du Conseil national syrien, je termine avec ça, c'était l'erreur à ne pas répéter le modèle libyen. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appelé, comme il y a eu des gouvernements de transition en Libye qu'ils ont appelé à l'intervention, ils ont dit que les Syriens vont faire pareil. Et ça c'est le régime, c'était pour lui, il va terminer comme Kadhafi. Et je pense qu'il a fait une erreur, il porte la responsabilité, il a fait 600 000 morts, c'est condamnable, hein, je sais pas, mais on est en train de lire
Si on avait mieux utilisé, et là c'est le message à la gouvernement française et américaine, à ce moment Sarkozy, s'il avait mieux utilisé l'intervention étrangère pour la Libye, un meilleur résultat, on ne serait pas là. C'est pour ça que les Iraniens, ils ont compris le message, ils veulent casser le régime syrien. À partir du moment où le Conseil national de transition, noyau dur de ce gouvernement de transition à Paris, c'est quoi? C'est le frère musulman soutenu par les Qatar et la Turquie. Et on oublie complètement, et moi j'étais à ce moment le porteur de voix de l'opposition de l'intérieur, qui était une plateforme connue par des dissidents, démocrates, de gauche, qui ont fait des prisons, leurs noms ils sont connus, des gens qui ont dit mais non, c'est pas ces scénarios. On veut pas, enfin, quand les gens iraniens ils disent on veut une organisation de l'opposition à l'extérieur, ben, il y a des royalistes, il y a des gens démocrates, il y a des laïcs, il y a des... En fait, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment laisser la société. Maintenant, on est tourné la page. Hein. Oui. Ça, c'est derrière nous. C'est vrai, oui. Maintenant, on est vers quelque chose à observer. La situation, ça va se dégrader et c'est juste triste.